Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 7 mars et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. E-commerce, décryptage des comportements d'achat en ligne, à lire sur e-commerce mag. E-commerce alimentaire, la France fait bande à part en Europe, à découvrir sur le JDN. Des poids lourds du e-commerce s'engagent pour réduire leur impact environnemental, à lire sur la revue du digital. L'avenir du luxe en 2025, une analyse de Cégide sur les tendances du marché, à découvrir sur Fashion United. Et enfin, Jolimois, la plateforme de social selling spécialisée dans la beauté, passe le cap de la rentabilité, à lire sur Madines. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 211 dans lequel je reçois une femme entrepreneur incroyable. Il s'agit de Maëlle Chassard, cofondatrice et co-CEO de Luni. Les parents de jeunes enfants connaissent certainement. Pour les autres, il s'agit d'une boîte à histoire audio et interactive pour les enfants. Maëlle n'est pas encore diplômée de son école de design qu'elle lançait le projet d'entreprise de sa vie, un échange qui, je vous le garantis, est passionnant. Bref, d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Cette semaine, l'actualité du retail et du e-commerce a été marquée par des dynamiques contrastées entre croissance du digital, régulation environnementale et mutation du marché du luxe. Tandis que les ventes en ligne poursuivent leur progression en Europe, les négociations commerciales dans la grande distribution aboutissent à une relative stabilisation des prix. En parallèle, les acteurs du luxe et du commerce physique redoublent d'efforts pour capter une clientèle en mutation, décryptage des grandes tendances du secteur. L'e-commerce européen, toujours en croissance, mais des dynamiques sectorielles différenciées. Selon le dernier baromètre NIQ Digital Purchases, l'e-commerce européen a enregistré en janvier une progression de 7% en valeur et 9% en volume par rapport à l'année précédente. Une performance qui témoigne d'un ralentissement par rapport au mois précédent, mais qui s'inscrit dans une tendance durable. En France, le secteur de l'alimentaire en ligne se démarque, représentant désormais 18% des achats sur Internet, un record européen porté notamment par le modèle du drive. Si l'alimentaire tire son épingle du jeu, d'autres segments connaissent des mutations importantes. L'ameublement, par exemple, affiche une progression notable, mais tous les acteurs ne bénéficient pas de la dynamique. Miliboo, spécialiste du meuble digital, a vu par exemple son chiffre d'affaires reculer de près de 13% sur le dernier semestre, bien que la marque maintienne une rentabilité grâce à une gestion rigoureuse des coûts et à son développement international. Négociation commerciale, est-ce qu'on va vers une stabilité en trompe-l'œil alors que la consommation reste sous tension? La grande distribution et les industriels ont finalisé leurs négociations tarifaires pour 2025. Le principal enseignement, une stabilisation moyenne des prix après plusieurs années d'inflation marquée. Mais derrière cette apparente accalmie, certains produits voient leur prix grimper, notamment les biscuits, le chocolat et le café, impactés par la hausse des matières premières comme le beurre et le cacao. En revanche, des baisses sont attendues sur les pâtes et l'huile d'olive. Cette stabilité des prix pourrait redonner un peu d'air aux distributeurs qui doivent néanmoins faire face à une autre menace, la montée en puissance des plateformes chinoises accusées de fausser la concurrence grâce à l'exonération de TVA sur les commandes de moins de 150 €, une exemption que l'Union européenne envisage d'abroger dès 2026.
Régulation environnementale, le e-commerce, face à ses responsabilités et face aux préoccupations écologiques croissantes, une nouvelle charte d'aménagement environnemental a été signée par une trentaine d'acteurs du commerce en ligne, parmi lesquels Amazon, Zalando, Carrefour et Fnac Darty. L'objectif, réduire les emballages, optimiser la logistique et mieux gérer les retours, alors que ces derniers représentent une source majeure de gaspillage. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la pression réglementaire et sociétale s'intensifie. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à privilégier des produits made in France, 63%, et des options durables, obligeant les marques à repenser leur offre et leur chaîne de valeur. Le retail physique se réinvente entre expansion et repositionnement. Loin de s'effacer face à la montée du digital, le commerce physique cherche à se renouveler. En témoigne l'ouverture prochaine du printemps à New York, un pari audacieux dans un format concept store de 5000 m² en plein cœur de Wall Street, loin des standards des grands magasins. Ce projet mise sur une approche immersive et expérientielle pour séduire une clientèle exigeante. Dans le même esprit, de nombreuses marques françaises accélèrent leur implantation à Los Angeles avec des ouvertures stratégiques sur Melrose Avenue ou Rodeo Drive, un phénomène qui confirme l'attrait du marché américain pour le savoir-faire hexagonal, notamment dans la mode premium. Le luxe, justement, entre résilience et transformation, alors que le secteur du luxe traverse une période incertaine, certains acteurs tirent leur épingle du jeu. Prada a enregistré une hausse de 25% de son bénéfice net en 2024, porté par une demande forte en Asie et en Europe. À l'inverse, SMCP, sans hommage à Claudie Pierlot, affiche une perte nette de 23 millions d'euros, pénalisée par la contre-performance de la Chine. Face à ces défis, le luxe accélère sa mutation digitale, le live shopping et le commerce conversationnel prennent une place croissante dans la stratégie des grandes maisons, tandis que l'essor du marché du luxe d'occasion pousse des marques comme Gucci à structurer une offre dédiée vers un commerce plus hybride et plus agile. En filigrane de ces tendances, une certitude émerge, l'avenir du retail et du e-commerce sera hybride. Les enseignes doivent jongler entre expérience physique différenciante, engagement environnemental renforcé et digitalisation accrue. Les consommateurs, plus exigeants que jamais, attendent des marques qu'elles leur offrent une expérience fluide, personnalisée et responsable. Le secteur entre ainsi dans une nouvelle phase où l'innovation et l'adaptabilité seront les clés de la réussite. Les prochaines semaines seront cruciales pour observer comment ces transformations se traduiront dans les stratégies des acteurs du marché. E-commerce, décryptage des comportements d'achat en ligne. Alors que le commerce électronique poursuit son inexorable ascension en France, les attentes des consommateurs se métamorphosent. Une étude récente de WheezyShop dévoile les critères déterminants qui guident les décisions d'achat des internautes à l'ère du numérique, où la concurrence fait rage entre petites enseignes et géants du secteur. Les Français sont-ils devenus des cyberacheteurs assidus ? L'étude WheezyShop révèle en effet que plus de la moitié des consommateurs effectuent des achats en ligne plusieurs fois par mois et même 9,6% plusieurs fois par semaine. Seuls 31,5% se laissent tenter quelques fois par an. Ces chiffres soulignent l'ancrage profond du e-commerce dans les habitudes de consommation des Français. Concernant la décision d'achat, 3 critères clés sont mis en exergue par l'étude. La promotion et les codes de réduction. L'attrait des offres promotionnelles reste un puissant moteur d'achat. Les avis clients, la confiance accordée au retour d'expérience des autres acheteurs est primordiale. Et enfin,
La réputation de la marque ou du site, la crédibilité et le sérieux du vendeur sont des facteurs décisifs. Ces résultats corroborent les tendances observées dans d'autres études qui soulignent l'importance de la confiance et la transparence dans l'e-commerce. En outre, pour sécuriser leurs achats, les consommateurs s'appuient avant tout sur les avis et témoignages clients et sur les mentions légales et conditions générales de vente, ainsi que sur les labels de confiance et de certification. Mobile First, l'impératif du e-commerce moderne. L'étude confirme la prédominance du mobile. En effet, plus de 76% des achats sont effectués via smartphone, contre 55% sur ordinateur, sachant qu'une mauvaise expérience utilisateur sur mobile peut faire fuir plus de 67% des clients. L'optimisation des sites pour mobile est donc cruciale. Consommation responsable, une tendance de fond. Les acheteurs du Made in France prennent du poids puisqu'ils sont désormais 63% à y être sensibles. Par ailleurs, près de 40% des acheteurs prennent toujours en compte la durabilité des produits et 32% des consommateurs se disent prêts à dépenser davantage pour un engagement clair. Enfin, côté livraison, près de 40% des acheteurs apprécient la diversité des options de livraison, mais ne l'utilisent pas systématiquement, et près d'un tiers en font un critère déterminant. E-commerce alimentaire, la France fait bande à part en Europe, à lire sur le JDN en date du 28 février. Dans une étude publiée ce 26 février, NIQ Digital Purchases, ex-Fox Intelligence, fait état de la progression des ventes en ligne en Europe au mois de janvier 2025 et l'e-commerce européen continue de croître tandis que la baisse de l'inflation se ressent. D'après le dernier rapport, les ventes de janvier progressent de 7% en valeur, 9% en volume sur un an. Un faible écart qui ne s'était pas vu depuis longtemps. Pour rappel, en décembre 2024, les ventes avaient cru de 11% et de 19% en volume. Dans les 10 pays européens, l'univers de la maison continue de tirer la croissance du e-commerce. Il est le 3e poste de dépenses derrière la mode et le high-tech qui poursuivent leur recul. La catégorie meubles est en hausse sur un an dans 9 pays sur 10, l'Irlande étant l'exception. En France, tout comme au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, la croissance des ventes alimentaires, hors livraison de repas, impressionne tout autant. Dans l'Hexagone, la catégorie concentre 18% des achats en ligne, un record européen. À l'inverse, en Autriche, en Italie et en Belgique, les courses en ligne, bien que leur valeur augmente sur un an, ne représentent pas plus de 6% des dépenses. En bref, acheter ses repas sur Internet est la pratique qui divise le plus les Européens. Les spécialités françaises, et la raison est simple, les habitudes de consommation alimentaire cristallisent les différences culturelles et géographiques en Europe. La France, tout comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas, est organisée autour de grandes villes où le pouvoir d'achat et la densité de population sont élevés. Les consommateurs sont donc plus enclins à payer pour la commodité qu'offre la livraison. Et pour les enseignes, il est plus rentable de livrer des métropoles que des zones peu peuplées. C'est ainsi que dans les années 2000, les leaders de la distribution britannique et néerlandais ont misé sur le développement de leurs services. La France, un peu plus en retard, a emprunté avec Leclerc une autre voie, celle du drive. Avec ses 1000 intermarchés et 5000 supermarchés, le quadrillage des grandes surfaces permet un service de retrait en magasin facile à déployer et peu coûteux pour les distributeurs comme pour les consommateurs. De plus, les Français restent très attachés au modèle du grand magasin généraliste hebdomadaire. Chez la plupart des e-acheteurs européens, les plus dépensiers, 1 à 2 enseignes de supermarchés figurent dans le top 10 des sites favoris. L'Irlande, pour qui l'alimentaire représente également 18% des dépenses, va jusqu'à en enregistrer 3, mais c'est encore loin derrière la France où les enseignes de grande distribution représentent la moitié du top 10 avec Leclerc en tête, suivi de Carrefour, puis par Intermarché, Super U et Auchan. Bien que la vente d'électroménagers et de produits high-tech contribue au chiffre d'affaires e-commerce de ces distributeurs, l'épicerie demeure leur activité principale.
Des poids lourds du e-commerce s'engagent pour réduire leur impact environnemental, à lire sur la revue du digital.com en date du 4 mars. 33 entreprises du e-commerce, dont Amazon, Zalando et Cdiscount, ont signé ce lundi 3 mars 2025 une nouvelle charte d'engagement pour réduire l'impact environnemental du commerce en ligne. On relève cependant l'absence notable des e-commerçants asiatiques, Chine, Temu ou AliExpress. Or, Temu et Chine, ensemble, expédient plus de colis qu'Amazon via la poste. Temu et Chine représentent 22% de nos colis en Europe, c'était moins de 5% il y a 5 ans, déclarait Philippe Val, PDG de la Poste, en octobre dernier. C'est 1% de plus qu'Amazon, qui est le premier client, mais aussi le premier concurrent de la Poste, ajoutait-il. L'initiative à destination des e-commerçants est portée par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, et Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce. Elle vise à rendre le secteur plus respectueux de l'environnement. Les engagements pris doivent permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les déchets et d'améliorer l'information des consommateurs. Cette charte renforce les objectifs fixés en 2021 et propose des indicateurs concrets pour mesurer les progrès réalisés. Il s'agit de réduire l'impact environnemental du e-commerce depuis l'achat en ligne jusqu'à la livraison du colis. 1,7 milliard de colis en 2023 en France, c'est le nombre qui a été traité, soit environ 1,7 million de tonnes équivalent CO2. Bien, rien que pour le transport, cela équivaut aux émissions annuelles d'une centrale à charbon ou d'une ville de 180 000 habitants. Enfin, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la charte repose sur 5 démarches structurantes déclinées en 11 engagements. La première démarche vise à renforcer l'information des consommateurs. Les entreprises s'engagent à favoriser les bons gestes de commande et à informer leurs clients entre les catégories de produits et au sein d'une même catégorie de produits et des choix de livraison pour réduire l'impact environnemental. La deuxième démarche concerne la réduction des retours de produits. Les signataires mettront en place des politiques internes pour limiter les retours et valoriser les produits non désirés. La troisième démarche porte sur la réduction, le recyclage et le réemploi des emballages. Les entreprises s'engagent à limiter le taux de vide dans les colis à 40% en moyenne et à améliorer la nature des emballages utilisés. La quatrième démarche intègre les places de marché appelées à mobiliser leur écosystème autour de ces engagements. Enfin, la cinquième démarche concerne la transparence. Les acteurs devront rapporter annuellement leurs avancées auprès des services de l'État. La FEVAD en coordinateur de la démarche. La FEVAD joue un rôle clé dans la consolidation et l'analyse des données fournies par les entreprises signataires. Cette charte constitue à la fois un engagement de la profession envers les pouvoirs publics et un outil technique pour suivre et évaluer les progrès réalisés. Agnès Pannier-Runacher souligne d'autre part l'importance d'une concurrence loyale afin que les acteurs engagés ne soient pas pénalisés face à des plateformes moins vertueuses. Véronique Louwagie, pour sa part, rappelle que cette charte ne se limite pas à des déclarations d'intention, mais qu'elle propose une feuille de route avec des objectifs mesurables. Le gouvernement pousse les entreprises dans une double transition numérique et écologique et une information fiable pour les consommateurs. Parmi les entreprises signataires, des acteurs majeurs comme Amazon, Carrefour, Cdiscount, La Redoute, Fnac Darty, Leroy Merlin et Zalando. Des outils concrets sont inclus tels que des référentiels, des outils de simulation et des méthodes d'évaluation des impacts environnementaux. Les 33 signataires sont AgriZone, Amazon, Blanche-Porte ou encore Rakuten, Showroom Privé, ainsi que VP ou Mondial Relais.
L'avenir du luxe en 2025, une analyse de Cégide sur les tendances du marché à lire sur Fashion United en date du 4 mars. En 2025, le marché mondial du luxe se réinvente avec une capacité de rebond impressionnante, notamment après les bouleversements causés par la crise du Covid-19. L'année s'annonce sous de bons auspices avec une croissance attendue de 2%, mais les tendances révèlent une dynamique marquée par une transformation numérique, des achats omnicanaux et une concentration sur des marchés clés comme les États-Unis et la Chine. Cégide, acteur majeur dans la transformation digitale des entreprises, apporte une analyse précise des tendances à suivre pour les années à venir. Croissance modérée avec des variations régionales. Selon les prévisions de Cégide, le marché du luxe devrait enregistrer une croissance modérée de 2% en 2025, mais des différences régionales importantes seront à observer. Les États-Unis, moteur principal de cette dynamique, devraient voir leurs ventes croître de 6%, représentant ainsi un quart des revenus mondiaux du secteur. Hermès en est l'illustration parfaite avec une hausse de 13% et de 11% de ses ventes respectivement au dernier trimestre 2024, selon les chiffres fournis par la marque elle-même. En Chine, malgré un ralentissement attendu de 5% des dépenses locales, les achats effectués à l'étranger devraient augmenter de 5%, compensant partiellement ce déclin. En Europe, bien que la progression soit plus modeste, 1%, elle sera soutenue par le tourisme international, principalement en provenance des États-Unis et du Moyen-Orient. Certains secteurs, tels que la beauté, la haute joaillerie, continuent de tirer leur épingle du jeu avec des ventes en ligne de haute joaillerie atteignant 21% du marché global. L'avènement de la digitalisation du luxe. Les parcours d'achat de luxe se numérisent à grande vitesse. Selon une étude de McKinsey, d'ici fin 2025, près de 20% des ventes de produits de luxe seront réalisées en ligne. Ce virage digital est une réponse aux attentes d'une clientèle de plus en plus connectés. Les marques de luxe ont ainsi mis en place des stratégies pour offrir une expérience personnalisée en ligne, notamment à travers les emballages cadeaux sur mesure ou encore des accès VIP à des événements exclusifs. Les outils de commerce conversationnels prennent également une place centrale. Les maisons de luxe, notamment les groupes français, ont mis en place des moyens permettant aux vendeurs de dialoguer directement avec les clients via des applications comme WhatsApp ou Facebook Messenger. Louis Vuitton, par exemple, a lancé un chatbot sur son site internet en 2021 qui répond à plus de 60% des demandes des clients 24 heures sur 24, tandis que Gucci propose des ventes privées à distance. Live streaming est la petite révolution dans le luxe. En Chine, le live streaming est devenu une véritable institution avec des marques comme Lancôme et Dior qui exploitent cette tendance. Lancôme, par exemple, a organisé des événements immersifs, tandis que Dior a ouvert les coulisses de ses défilés pour interagir en temps réel avec ses internautes. Selon McKinsey, le live shopping pourrait représenter jusqu'à 20% des ventes du e-commerce mondial d'ici 2026. Vendeurs augmentés et l'importance de la mobilité grâce à des innovations en matière d'applications mobiles. Les vendeurs augmentent leur capacité et sont en mesure d'offrir une expérience client d'autant plus personnalisée. Cégide Retail, utilisé par des marques comme Rimowa, permet par exemple aux vendeurs d'accéder à une multitude de données en temps réel, ce qui leur permet de répondre plus rapidement aux besoins des clients. Les conseillers peuvent désormais consulter l'historique d'achat des clients, vérifier les stocks et commander en ligne pour livrer des produits à domicile ou en point de vente. Selon Cégide, 20% des transactions dans le luxe se font désormais en mobilité, ce qui confirme l'importance de la digitalisation dans l'expérience client. L'immersion dans le métaverse et la réalité virtuelle. Les acteurs de luxe continuent d'explorer le métaverse et la réalité virtuelle. Des marques comme Louis Vuitton et Dolce Gabbana ont déjà créé des expériences immersives vendant des produits virtuels ou des NFT. Selon une étude de Morgan Stanley, les NFT et les jeux en ligne pourraient représenter 10% du marché du luxe d'ici 2030.
des nouvelles générations, notamment la Gen Z et les Millennials, devraient être des moteurs de cette transition numérique, particulièrement en Asie-Pacifique. Le luxe d'occasion et la RSE, le marché du luxe d'occasion, continue de croître avec une demande particulièrement forte pour les produits vintage. En 2021, il a atteint 33 milliards d'euros, en hausse de 65% par rapport à 2017. Certaines marques de luxe comme Gucci ont d'ores et déjà commencé à se lancer dans ce secteur en créant des boutiques en ligne pour vendre des pièces vintage. De plus, la technologie de la blockchain permet une traçabilité accrue des produits de luxe, favorisant un approvisionnement plus responsable. Cégide souligne l'importance pour les marques de s'engager dans une démarche de développement durable. Par exemple, Chanel a lancé son programme Mission 1 degré 5 pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et Kering a annoncé sa volonté de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Les tendances actuelles du luxe montrent clairement que la digitalisation, l'expérience client personnalisée et les nouveaux modes de consommation seront les moteurs de la croissance du secteur en 2025. L'accent est mis sur les marchés géographiques spécifiques, mais aussi sur l'adoption de technologies innovantes, du live streaming à la réalité virtuelle en passant par l'essor du marché du luxe d'occasion. Joli Moi, la plateforme de social selling spécialisée dans la beauté, passe le cap de la rentabilité, à lire sur madines.com en date du 6 mars. Forte d'un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2024, la société d'Isabelle Rabier est désormais rentable. Une étape importante qui conforte l'entrepreneuse dans son envie de démocratiser encore davantage le modèle du social selling dans l'univers de la beauté. Le social selling, c'est une méthode qui fonctionne et Joli Moi en apporte une preuve supplémentaire. En effet, la société française, à l'origine d'une plateforme de social selling dans le secteur de la beauté et du bien-être, annonce avoir atteint la rentabilité. Elle indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2024, en hausse de 19% par rapport à l'année précédente. Un exercice qui s'est donc conclu avec un EBIT positif. Il s'agit d'une étape importante franchie par Joli Moi, plus de 7 ans après son lancement, fondé en 2017 par Jennifer Fiorentino et Isabelle Rabier, Mathilde Lemay et Aurélia Clos. La société a levé 7 millions d'euros en avril 2022. Elle a développé une plateforme de social selling qui permet à des passionnés de beauté de créer leur petite entreprise et d'en tirer un revenu concrètement. Cela signifie qu'ils peuvent vendre à domicile et en ligne des produits issus d'un catalogue de marques et accompagner leurs clients grâce aux outils mis à disposition par Joli Moi comme l'aide à la recommandation, la gestion des commandes, un site personnalisé ou du live shopping. Le social selling est en pleine expansion, porté par l'essor du commerce en ligne et des nouvelles habitudes d'achat sur les réseaux sociaux. Mais pour que ce modèle se développe sainement, il doit être structuré et sécurisé. Certains modèles de vente en réseau manquent encore de transparence et de cadrage réglementaire, ce qui peut nuire aux vendeurs et aux consommateurs, observe Isabelle Rabier, cofondatrice et CEO de Joli Moi. Maintenant qu'on a démontré cette rentabilité, le plus dur commence. À ce jour, la société revendique 10 000 professionnels en France et en Belgique qui s'appuient sur sa plateforme pour développer une activité indépendante de vente par recommandation de produits de beauté et de bien-être. En 2024, Joli Moi assure avoir reversé 6,5 millions d'euros pour une rémunération moyenne autour de 275 euros par mois. Il y a eu une incroyable résilience de notre modèle économique en 2024. Le panier moyen a même augmenté de 20% quand le marché de l'e-commerce dans la beauté n'a connu qu'une croissance de 4%. Cela démontre que nous avons enregistré une très bonne performance, se réjouit Isabelle Rabier. L'exercice 2024 a été également marqué par le lancement d'Ifen, sa marque propre, durant l'été. En 8 mois, celle-ci a permis de générer 1 million d'euros de revenus. La cerise sur le gâteau pour célébrer un cap majeur dans l'histoire financière de l'entreprise.
Sur un marché toujours plus concurrentiel, l'entrepreneuse savoure cet accomplissement. D'un point de vue entrepreneurial, 2024 a été l'année la plus difficile, car nous avons travaillé très dur pour maintenir une croissance très forte et atteindre la rentabilité, mais c'était aussi l'année de la maturité, car atteindre cette rentabilité prouve qu'on a passé un cap, c'est la consécration. C'est la preuve aussi que notre modèle fonctionne et que nous sommes une alternative crédible à l'e-commerce avec le social selling, assure-t-elle, avant d'ajouter maintenant qu'on a démontré cette rentabilité, le plus dur commence. 20% de croissance en 2025. C'est avec cet état d'esprit combatif qu'Isabelle Rabier et son équipe ont abordé 2025. Durant cette année, Joli Moi vise une croissance de 20%. Pour accompagner cette montée en puissance, la société prévoit de recruter une quinzaine de personnes supplémentaires pour porter les effectifs à 60 collaborateurs d'ici la fin d'année. En parallèle, elle entend également investir dans l'intelligence artificielle, notamment pour améliorer l'expérience des professionnels qui s'appuient sur sa plateforme. En effet, l'objectif est de leur permettre d'accéder à des outils pour cibler encore plus efficacement leurs clients à l'aide des données comportementales et d'accéder à des outils de gestion et d'animation de leur activité. Si Joli Moi veut continuer à accélérer, c'est parce qu'Isabelle Rabier considère que les planètes sont désormais alignées pour mener la société encore plus loin. Les indépendants et les investisseurs qui nous ont fait confiance en 2017 étaient des pionniers et des visionnaires. Ils savaient qu'on allait grimper la face nord. Aujourd'hui, le momentum est assez dingue. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont voulu être indépendantes et les consommateurs sont plus que jamais en quête de sens. Nous avons réussi à créer un écosystème de confiance et nous voulons que le social selling devienne une voie nouvelle de l'entrepreneuriat, indique l'entrepreneuse qui siège également au board de France Digital. L'adage de l'association phare de l'écosystème joue en collectif est peut-être la meilleure des descriptions pour Joli Moi et son modèle de social selling. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.